Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum consacré une fois encore à l'actualité politique au Togo. Vous le savez, depuis septembre 2017, bientôt un an, des milliers de personnes descendent régulièrement dans les rues à l'appel d'une coalition de 14 partis d'opposition pour demander notamment le retour à la constitution originelle de 1992 et parfois le départ du chef de l'État actuel, Faure Gnassingbé, réélu en 2010 et 2015 au pouvoir. Mais ces derniers mois, les manifestations sont moins fréquentes et semblent mobiliser moins de monde. Décrispation ou enlisement, c'est la question centrale autour de laquelle tournera la première partie de New World Forum. Notre invité, Dr Aubin Kodjovi-Ton. Docteur, bonjour. Bonjour Roger. Merci d'être au plateau. Je vous en prie. Pour décrypter l'actualité politique au Togo. Vous êtes le président du mouvement Nouvelle Vision. Oui. Togolais, on va dire de la diaspora. Vous vivez entre le Togo et les États-Unis. Est-ce que c'est cette double nationalité qui vous permet d'avoir une nouvelle vision, finalement, de la situation politique au Togo? Merci. Et je salue d'abord les téléspectateurs et toute l'équipe de la télévision. C'est une très bonne question. On dit souvent chez nous que celui qui voyage a toujours l'opportunité d'apprendre un peu plus. Bon, je ne saurais le dire aujourd'hui si c'est la double nationalité qui donne cette nouvelle vision, mais je pourrais vous rassurer quand même que la nouvelle vision est née du constat que nous avons fait sur le terrain et de cette passion que nous avons en nous pour apporter notre pierre à l'édifice de notre nation. Donc c'est une vision qui est née, je dirais, par inspiration de moi, mais une vision qui est épousée et acceptée par des Togolais qui ne sont pas aux États-Unis. Donc je ne dirais pas que la vision vient des États-Unis, mais c'est une vision des jeunes Togolais engagés qui veulent le bonheur de ce pays. En quoi cette vision est nouvelle? Merci. La vision est nouvelle parce qu'elle se base sur l'intérêt supérieur de la nation. Si je pourrais le définir ainsi, je dirais que depuis plusieurs années, ce que nous avons eu à constater sur le terrain ici au Togo, ce sont des politiques qui sont orientées pour des finalités autres que la satisfaction de l'intérêt du peuple. Depuis plusieurs années que nous avons commencé à s'investir dans ce pays, nous avons constaté quelque chose. Nous avons su que quand les Togolais n'auront pas la mentalité développée, il serait difficile de parler d'un développement. J'ai toujours l'opportunité de poser cette question à la jeunesse, à chaque fois que l'occasion m'est offerte. Si on déplaçait tous les Américains des États-Unis, on les amenait au Togo, on déplaçait également tous les Togolais qu'on amenait aux États-Unis, y compris le président de la République. Quand tu mets 5 jeunes Togolais au milieu et tu leur demandes de faire un choix, à chaque fois que je pose cette question, tout le monde répond en disant qu'ils vont rester sur le territoire togolais, là où viendront les Américains. Et cet exemple confirme que c'est parce qu'ils ont su que ces gens ont des mentalités développées qu'ils peuvent transformer ce Togo tel que la situation se présente aujourd'hui pour en faire un pays développé. Donc si ça pourrait se faire juste parce que ces hommes ou bien ces Américains ont cette mentalité développée, pourquoi alors ne pas créer un engouement en cette jeunesse pour leur dire que, voyez, nous pouvons faire quelque chose. Il suffirait d'avoir une mentalité positive, il suffirait d'avoir une mentalité développée, de s'orienter vers l'essentiel que nous pourrons reconstruire meilleur que les États-Unis au Togo. Donc voilà le soubassement de notre vision, oui, qui est la nouvelle vision. Oui, et je fais ouvrir 2 parenthèses. La première, vous parlez de l'intérieur supérieur de la nation. C'est un slogan plus vieux que vous. Très jeune, on a toujours entendu ce slogan de la bouche des hommes politiques, Faure Gnassingbé Yadema, et ceux qui ont succédé à lui, ou celui qui a succédé à lui. Tous les politiciens parlent de l'intérieur supérieur de la nation. En quoi ce slogan que vous évoquez là est nouveau? Ok. Justement, quand on parle du thème, et comme vous l'avez fait, il est important que chacun de nous arrive à définir ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de la nation. Et qu'est-ce que nous recherchons
à travers notre implication dans la nouvelle vision. Nous avons constaté que dans notre pays, les gens ont faim. Nos jeunes frères et sœurs vont à l'école, vont étudier, ont des diplômes, sont à la maison. Nos mamans, au marché, ont des situations qu'elles vivent. Regardez récemment, avec le feu, avec tout ceci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conditions pour la jeunesse togolaise pour pouvoir rêver. Donc il va falloir que tout ce qu'on va faire comme politique s'oriente vers la création des conditions qui peuvent permettre aux jeunes Togolais aujourd'hui de rêver et de réaliser son rêve. Et la première des conditions, selon vous, c'est de transformer les mentalités. Transformer les mentalités pour que créer des emplois. Les jeunes réfléchissent développement. Hein. Justement. D'accord. Donc il va falloir que ça se fasse comme ça pour que ces jeunes Togolais puissent aussi rêver comme les autres ailleurs. Yeah. On aura l'occasion de revenir spécifiquement sur ce mouvement, ce que vous faites, votre vision et surtout les moyens dont vous disposez pour atteindre vos objectifs. Ça. Parlons politique maintenant, docteur Ton Kodjevi-Urbain. Vous le savez, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, depuis septembre-août 2017, bientôt un an, le pays est traversé par des manifestations publiques épisodiques, émaillées de violence parfois. Avec le recul aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les Togolais avaient raison de prendre la rue de cette façon? Il suffirait d'aller un tout petit peu en arrière pour se demander ce qui pousse les Togolais à prendre la rue pour donner réponse à votre question. Et de cette analyse, il y a 3 points très importants à souligner. D'abord, la prise de rue est une manifestation d'une condition déplorable de vie dans laquelle vivent beaucoup de Togolais. C'est le point numéro 1. Le point numéro 2, je dirais que les gens prennent la rue parce qu'ils contestent la gouvernance. Et au point numéro 3, les gens prennent la rue parce qu'ils ont une attente de nos gouvernements. Et cette attente n'est pas atteinte. Donc ils manifestent leur désagrément, leur inapprobation envers ceux qui nous gouvernent. Donc voyant déjà ces 3 éléments, je donnerai raison à ceux qui prennent la rue parce qu'ils prennent la rue pour démontrer que quelque chose ne va pas. Mais peut-être au-delà de cette question, c'est de voir si la raison justifiée de la prise de la rue en soi constitue une raison suffisante pour trouver la solution aux problèmes qui poussent à prendre la rue. Oui, il est bon de prendre la rue, mais il est meilleur si l'on peut trouver une solution à cette prise de rue. Donc voilà votre question, je dirais que les Togolais ont raison de prendre la rue et de manifester leur découragement, de manifester le déphasage qu'ils constatent au niveau de nos gouvernements. Oui, mais contrairement à ceux qui sont dans la rue, beaucoup sont aussi dans la maison. Ils s'appellent parfois majorité silencieuse, ceux qui ne participent pas au mouvement. Interpréter l'actualité politique de cette façon, est-ce que ce n'est pas ignorer ceux qui ont choisi de ne pas marcher eux aussi? Je ne pense pas. Il y a toujours de cela dans tous les pays. Ce n'est pas tout le monde qui va se lever et faire la même chose de la même manière. Et je profite également pour saluer ceux des leaders de l'opposition, des leaders politiques en général, qui ont pris le courage à 2 mains pour pouvoir accompagner le peuple dans cette lignée. Ben, au même moment, il faudrait savoir que tout le monde a son moyen d'exprimer ce qui ne va pas. Pour certains, c'est la manifestation de rue. Pour d'autres, il faut aller réfléchir et trouver des solutions idoines pour pouvoir résoudre la crise. Et pour d'autres, un peu plus loin, c'est de mettre les moyens disponibles pour que ce changement puisse arriver. Donc ce n'est pas parce que tout le monde n'est pas dans la rue que les gens ne manifestent pas, que les gens ne sont pas en accord avec ce qui ne va pas. Mais il y a d'autres qui pensent au-delà d'une simple manifestation de rue. Donc voilà, ils peuvent être à la maison, ils peuvent être sur les ordinateurs, ils peuvent être en coulisses, mais sont en train de travailler pour trouver la solution. Et vous, de quel côté étiez-vous? Avez-vous mis une seule fois vos pieds sur les pavés de Lomé? Non, nous n'avons pas fait ça, mais nous ne condamnons pas ceux qui le font. Parce que nous pensons à une solution, nous pensons aller au-delà du problème.
La manifestation de rue, c'est seulement l'expression du problème qui existe. Ce n'est pas une forme de pression pour pousser à obtenir des résultats? Ah, mais à cette question, vous pouvez répondre. Si c'était une forme de pression, ça fait plusieurs mois déjà que ça se fait. Oui, pression quelque part, mais pression avec quelle intensité? Donc, est-ce que cette pression nous amène à une solution? Donc, c'est parce que nous avons anticipé déjà au début que la simple manifestation de rue ne peut pas résoudre le problème. C'est pourquoi, depuis même septembre, nous avons fait une proposition de crise pour que le Togolais puisse... Une proposition de sortie de crise. De sortie de crise, plutôt. Merci. Une proposition de sortie de crise pour que le Togo puisse retrouver enfin sa liberté. Donc voilà de quel côté nous plaçons dans cette crise. En clair, est-ce qu'il faut, si on veut faire le bilan de ces manifestations publiques, il faut dire que les manifestations n'ont pas donné les résultats, pour ne pas dire qu'elles ont échoué? Justement, les manifestations, s'ils ont donné leurs résultats, si elles ont donné les résultats, ce serait devant nous aujourd'hui. Peut-être on ne sera plus ici en train de parler de la crise qui a commencé depuis l'année passée. Donc, les manifestations ont exprimé à un niveau donné le problème, mais en soi ne sont pas les solutions. Donc, il faudrait, le peuple a fait sa part. Le peuple, ou bien la majorité dans la rue, a exprimé que quelque chose ne va pas. Maintenant, la responsabilité de nous, leaders, ou bien des gens un peu illuminés qui doivent conduire ce peuple, doivent comprendre que le peuple s'exprime sur un point. Il faudrait qu'on soit ensemble, réfléchir pour trouver solution. Et non aussi rentrer dans la rue avec le peuple et manifester et être au statu quo. Donc, vous pensez que l'opposition a péché quelquefois en poursuivant trop longtemps cette logique de manifestation publique? Je ne pense pas que ma position aujourd'hui me permettra de juger qui que ce soit. Et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai dit, je remercie chacun d'avoir d'avoir contribué. Oui, mais pourquoi vous mettez trop de gants? Pourquoi vous ne voulez pas appeler un chat un chat? S'il y a un chat, je l'appellerai. Peut-être je n'ai pas encore trouvé le chat. Bon, sinon, franchement, vous avez compris, et je crois que la majorité des Togolais commençaient pas à comprendre que la solution ne se trouve pas dans la rue. Et ce n'est pas la rue qui gouverne. Est-ce que c'est la raison pour laquelle les manifestations de ces derniers mois mobilisent peu, ou, comme le dit l'opposition, c'est le dispositif sécuritaire dissuasif, selon eux, qui amène certains Togolais à ne plus rejoindre ces mouvements? Monsieur Gilles, vous allez comprendre que pour résoudre un problème, il faut une stratégie appropriée. D'abord, nous parlons d'une crise. Et nous, à la Nouvelle Vision, nous avons compris qu'il y a 3 phases spécifiques. La première phase, pour pouvoir résoudre ce problème, c'est de pouvoir identifier proprement tous les acteurs impliqués dans la crise. La seconde, c'est de comprendre et de maîtriser les inquiétudes de chaque acteur. Et au dernier point, de trouver une solution résultante pouvant satisfaire tous ces acteurs et au même moment garantir la continuité de l'État. Mais si ces 3 étapes ne sont pas respectées, vous allez être d'accord avec moi qu'on ne trouvera pas de solution. Tout porte à croire aujourd'hui que les seuls acteurs impliqués dans la crise togolaise, c'est le régime UNIR et les leaders de l'opposition. Pour vous, il y a d'autres acteurs au-delà? Bien sûr, nous avons 2 partis qu'on voit souvent en face. Oui, c'est le problème. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à déceler le problème. Il y a 6 acteurs que nous avons identifiés proprement. En premier lieu, il y a le régime UNIR. Deuxième, il y a les leaders de l'opposition. Troisième, il y a la masse générale, qu'on appelle le peuple ou société civile. La société civile. En 4, il y a la diaspora. En 5, il y a les multinationales. Et en dernière position, nous avons identifié l'opinion internationale. Ou la communauté internationale. La communauté internationale. Donc, je crois, à des moments donnés, les gens se posent la question sur les forces armées et autres, mais nous reconnaissons que l'armée est l'outil du pouvoir, peu importe qui gouverne. Donc, on n'a pas fait de l'armée un acteur politique, mais un outil de la politique. Donc, quand on prend par exemple ces 6 acteurs impliqués, et qu'on étudie un tout petit peu l'inquiétude de chacun d'eux, vous allez voir pour le régime UNIR, il y a beaucoup de questions qui doivent se poser. Que deviendront nos généraux, nos membres, nos partisans, qui ont toujours combattu à notre côté, lorsque nous n'aurons plus le pouvoir?
qu'est-ce qui se fera des multinationales avec qui nous avons déjà signé des contrats lorsque nous ne serons plus à la tête de la commande? Et jusqu'où ira l'inquiétude ou bien la haine de la population lorsque notre pouvoir n'aura plus le pouvoir? Donc ce sont toutes ces questions englobées dans ce que nous appelons l'inquiétude du lendemain qui font que les leaders, le régime ne s'ouvre pas favorablement à certains changements. Ça, c'est l'acteur numéro 1 et son inquiétude. Quand on prend l'acteur numéro 2, les leaders de l'opposition, vous allez voir sur les antennes, c'est clair, ils sont à la recherche de l'alternance. Bon, quiconque est à la recherche de l'alternance, au fait par définition, c'est que partez, nous allons aussi gouverner. Donc c'est la recherche d'une position politique. Parce que bon, on reconnaît que le Togo n'est pas une propriété privée. Si vous faites après un temps, il y a l'opportunité pour d'autres aussi de gouverner. Donc ils sont dans cette lutte, dans cette logique de prendre le pouvoir, de prendre les positions politiques. Bon, quand on prend l'acteur numéro 3, qui est le peuple, on a dit ça au début de l'émission, le peuple a besoin de quoi? Le jeune Togolais ne peut pas te donner un exemple, ne peut pas te dire aujourd'hui que dans 3 mois je vais me marier, dans 6 mois je vais faire ceci. Parce qu'il n'y a pas d'opportunité pour qu'il puisse planifier même. Donc, ce qui veut dire que le peuple souffre. Les gens sont là, ils ont leur diplôme, à 35 ans, ils sont toujours avec leur maman à la maison, avec des maîtrises, avec ceci et cela, ils commencent à faire ceci, et ce sont peut-être les microfinances par ici, par là, qui soutirent encore des intérêts parfois exorbitants. Ah oui, vous voyez également avec l'impôt et tout ça là, qui complique la tâche, au fait que le peuple est à un niveau où la haine remonte à chaque fois. Parce qu'après avoir étudié, après avoir été formé, après avoir fait ceci et cela, tu ne trouves pas d'opportunité. Donc, l'inquiétude du troisième acteur, c'est la faim. Il faut satisfaire la faim, créer les opportunités pour le peuple. Le quatrième acteur, la diaspora. Pourquoi la diaspora est impliquée dans ceci? Pour 2 raisons spécifiques. La première raison, c'est que si ça ne va pas au Togo, il y a un impact économique accroché au coût de la diaspora. Parce que ça ne va pas pour toi, pour ton frère. Il va t'appeler pour te dire, on nous a coupé le courant, on a besoin de payer l'écolage pour mon petit frère, pour mon enfant, pour tel. Ce qui veut dire que le peu que la diaspora arrive à gagner de l'autre côté va être utilisé pour satisfaire ces besoins là-bas qui ne sont pas faciles. Et aussi satisfaire les besoins ici au pays. Donc, quand la diaspora... Ou alors, la situation peut pousser ceux qui sont en interne à immigrer pour grossir encore les rangs de la diaspora. C'est ça, et justement, c'est ce que nous ne pouvons pas continuer à faire. Donc, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que quand le pays a un cadre favorable, il y a plusieurs Togolais de la diaspora qui aimeraient apporter leur expertise, investir dans ce pays pour pouvoir aussi avoir d'autres sources de revenus. Ouais. Donc, pour ces 2 raisons, la diaspora tient bon pour que cette crise-là trouve sa solution. L'acteur numéro 5, les multinationales. Les multinationales ne sont pas des prêtres ni des imams. Ils sont là pour investir. Faire du business, hein, gagner de l'argent. Maintenant, quand vous voyez un peu en Afrique, c'est comme si nous n'avons pas la notion de la continuité de l'État. C'est-à-dire, je deviens président aujourd'hui, tout ce qui m'importe, c'est de couper les contrats qui sont là avant mon arrivée. Et donc, ce qui fait que quand il y a cette tendance au niveau des multinationales, ces gens préfèrent ou bien encouragent plutôt des gouvernements qui durent parce qu'ils doivent avoir le retour sur leur investissement. Oui, mais le problème, est-ce qu'il ne vient pas du fait que les contrats noués avec ces multinationales sont noués dans des conditions qui laissent à désirer, avec beaucoup de pots de vin, avec des situations qui défavorisent finalement le peuple? Oui. La grande masse, comme vous dites. Justement, il y a aussi ce point très important parce qu'il y a d'autres qui veulent venir investir dans nos pays et qui veulent faire les choses légalement, mais qui n'ont pas la tâche facile. Ouais. Donc, ce sont des gens qui sont obligés des fois de passer par des petits chemins pour y arriver. Et lorsque tu passes par des petits chemins pour y arriver, ça veut dire que tu es en train de satisfaire la poche de quelqu'un. Ouais. Donc, étant donné que tu n'es pas venu légalement, d'une manière logique, dans ton business,
tu en profites pour aussi faire ton bénéfice. Ouais, donc tu encourages plutôt ces gouvernants à rester. Donc voilà, ça veut dire que les multinationales n'ont pas intérêt à ce que les pouvoirs, les régimes changent aussi en Afrique. Justement. Donc voilà également ces acteurs qui sont impliqués et qui sont souvent invisibles, mais qui jouent un rôle très important dans l'économie de notre pays. Et à la fin, il y a l'acteur numéro 6, la communauté internationale. Pour la communauté, il suffirait d'avoir un équilibre, une stabilité socio-économique, voire militaire dans la sous-région. Peu importe son implication directe sur la nation dirigée. Peu importe celui qui dirige aussi. Hein. Non, celui qui dirige a un rôle très important. Oui, mais si celui qui dirige apporte la stabilité, est-ce que la communauté internationale va s'en inquiéter? J'ai compris. Donc si par exemple la communauté internationale pense qu'il faut encore un nouveau, même nom, pour encore 15 ans, c'est ce qu'ils vont vouloir. Parce que ça amènera la stabilité socio-économique et militaire dans la sous-région. Donc ce n'est pas obligatoirement ce qui ne va pas entre les dirigeants et leur peuple qui les importe. Mais c'est ce que ça pourra créer au niveau de la communauté. Oui, docteur Tombin, vous avez énoncé plusieurs acteurs et exprimé leurs, on va dire, intérêts qui ne sont pas forcément convergents. Alors, question précise, est-ce qu'il est possible de trouver un dénominateur commun ou une solution dénominatrice commune à ces ensembles, à ces 6 ensembles? Sans dénominateur commun ou bien solution résultante, nous n'allons pas être ici pour parler d'une solution de sortie de crise. Et c'est justement la proposition que notre mouvement Nouvelle Vision a eu à faire depuis l'année passée. Et qu'est-ce que nous avons proposé? Nous avons dit que de 2018 à 2020, c'est les 2 années où tous les acteurs peuvent, s'ils ont réellement le cœur pour conduire ce pays, peuvent travailler ensemble pour résoudre le problème. Et ce que nous proposons, c'est quoi? C'est très simple. Au point numéro 1, il faut créer un gouvernement de compétences où on ouvre la gouvernance à tous les acteurs qui aspirent à jouer un rôle dans le futur. Ouais, dit comme ça, est-ce que ce n'est pas un jugement péjoratif à l'endroit du gouvernement actuel? C'est comme pour dire que celui que nous avons n'est pas un gouvernement de compétences. Non, je ne dis pas ça. Ce qui est compétent peut être renforcé. Pourquoi on parle de renforcement de capacité? Ça veut dire qu'il y avait de la capacité, mais on parle de renforcement. Donc tous les jours, nous sommes contraints à des challenges. Donc je suis certain que meilleur est toujours mieux que le bien. Donc le gouvernement, même s'ils sont compétents, il peut aussi renforcer la capacité. Et donc qu'est-ce que vous appelez gouvernement de compétences? Voilà, nous voulons que chaque acteur impliqué, surtout les grands acteurs que nous connaissons, puissent mettre la main à la pâte pour gérer ce pays. Je donne un exemple très simple. À supposer qu'aujourd'hui, M. Tikpi Achadam est compétent dans le domaine de la santé. Et si, par exemple, on l'ouvre une opportunité au niveau du ministère de la Santé, je ne suis pas en train de parler du changement du ministre de la Santé, je donne un exemple. On prend M. Jean-Pierre Fabre, on le met dans son domaine. On prend tel acteur, on le met dans son domaine. On prend Jerry Tama, on le met dans son domaine. Vous allez voir que dans les 2 années, chacun d'eux va vouloir faire un travail de fond, sans penser à sa poche. Pour que les 2 ans puissent permettre au peuple, à la jeunesse togolaise, de voir de quoi ils sont capables. Donc vous parlez d'un gouvernement d'union nationale finalement? Si c'est le nom que vous voulez donner à la même chose que j'explique, il n'y a pas de problème. Mais je parle d'un gouvernement de compétences. Parce que ce ne serait plus des positions de remerciement. Mais est-ce que vous êtes intéressé, vous, par ce gouvernement? En quoi êtes-vous, vous, compétent? Très bonne question. Je suis compétent dans ce que je suis en train de faire, c'est dans le leadership. Je suis compétent dans mon domaine. C'est pourquoi je me suis engagé et je pense que le résultat va prouver beaucoup de choses pour vous en 2020. Donc là, par exemple, chacun de nous viendra avec un agenda spécifique. Et voilà, par exemple, si on faisait cette chose-là, chacun de ces acteurs va vouloir faire des réformes de son domaine. Et ce ne sera plus des réformes politiques, des réformes faites par des spécialistes de chaque domaine. Parce que tu veux qu'à la fin des 2 années, ton travail puisse être apparent.
Donc, ce qui veut dire que tu mettras tout en œuvre pour faire des réformes opérationnelles. Oui, mais donc, le président actuel a été élu pour 5 ans quand même, Oui. sur un programme qu'il veut défendre à la fin de son mandat. C'est Alors, si on ouvre la gouvernance à tous les partis politiques, tout le monde rentre de n'importe quelle porte, de n'importe quelle fenêtre, finalement, on va appliquer la politique de quel parti? Mais la politique qui fait marcher le pays. Aujourd'hui, s'il y a marche, s'il y a la population togolaise prend la rue, je crois que son Excellence, Monsieur le Président, doit reconnaître que les gens ne sont pas contents. Même s'il a un programme, et ce programme doit être revérifié, remodifié, ça sera fait. Très récemment, ils n'ont pas revu le budget national. Ouais, surtout que les impacts de cette crise politique ont été évalués par la Chambre du commerce. Et selon une enquête publiée en avril, la CCIT a estimé que 72% des chefs d'entreprise ont affirmé avoir enregistré une baisse de 25 à 50% de leur chiffre d'affaires au second semestre 2017. Justement, donc, face à cette situation, je ne pense pas que le chef de l'État va toujours tenir un agenda statique. Mais l'agenda doit être dynamique, doit prendre en considération l'évolution, la réaction de la population. Est-ce que c'est sa responsabilité? C'est pas lui qui a appelé les gens à marcher. Mais c'est sa responsabilité du fait que c'est lui qui est le leader de ce pays. Donc quand les gens marchent dans ta maison ou bien quand tes enfants sont en train de se battre, tu vas me dire aujourd'hui que tu ne les as pas appelés à se battre et pourquoi tu ne vas rien dire? Mais tu es le leader. La responsabilité du chef. La responsabilité te revient de mettre tout en œuvre pour que ça puisse être résolu. Donc voilà, et revenons à ce que nous avons proposé, en faisant ce gouvernement de compétences. Vous allez voir au point numéro 1, l'inquiétude dont nous avons parlé pour l'acteur numéro 1, qui était l'inquiétude du lendemain, va commencer à être baissée. Ouais. Pourquoi? Parce que tout le monde est ensemble. Ensemble, tous les jours on se voit dans le même bureau, et on travaille ensemble. Vous allez comprendre que la haine va diminuer et va peut-être s'en aller. Mais cette solution a été expérimentée déjà, non? Avec l'accord RPT-UFC. Et deux, quand on travaillait ensemble, mais le bilan 7 ans après... il ne donne pas le résultat que vous espérez, là, docteur Tom. C'est parce que pour toujours, vous avez considéré deux acteurs principaux. L'UFC, je m'excuse, l'UFC, au fait, c'est une formation politique que je respecte beaucoup, mais qui, selon moi, n'a pas acquis sa popularité à travers une politique assise. C'est un parti qui a acquis sa popularité par son radicalisme contre quelqu'un. Dans les pays où l'opposition a pu prendre le pouvoir et autres, ce ne sont pas ces leaders charismatiques qui ont une position de vengeance qui font que les choses marchent. On n'a plus besoin des positions de vengeance, on a besoin d'une politique gagnante, une politique basée sur la satisfaction du besoin de la population. Oui. Donc voilà. Mais une question aussi, est-ce que tous les acteurs vont accepter rentrer dans le même creuset, travailler ensemble pour faire avancer le pays? Je crois que tout dépendra d'abord de l'aspiration que chacun de nous a. Oui, si notre aspiration se base sur la construction de l'intérêt de ce peuple, oui, les gens vont accepter. Mais oui, si c'est basé sur... Il y a un exemple patent en 2006, au lendemain de la signature de l'accord politique global. Oui. Il avait été recommandé un gouvernement d'union nationale. Tout le monde y allait, sauf l'Union des forces de changement dont vous parlez. Vous allez voir que quand vous avez parlé de gouvernement d'union nationale, je n'ai pas voulu accepter le mot. Parce que en ce moment, au lendemain de la PG, de l'accord politique, c'était des positions de remerciement. Venez ensemble et trouvons un consensus. Parce qu'il y a deux manières de résoudre une crise. C'est que vous allez peut-être faire taire la crise ou bien la résoudre. Si par exemple tu rentres dans ton office et tu vois deux employés en train de se bagarrer, peut-être avec ta présence tu peux résoudre. Mais tu n'as pas au fait résolu le problème. Donc l'APG ou tous les dialogues que nous avons eus n'étaient que des calmants, des situations. Et ce que revendiquent les autres n'était pas aussi légitime pour le premier acteur et deux, le second acteur. C'est pourquoi à chaque fois, les gens parlent de dialogue, mais le dialogue qui n'amène à rien. Donc c'est ce que je pense. C'est pourquoi j'ai parlé cette fois-ci d'un gouvernement de compétences. Ah, d'accord. Au-delà de ce gouvernement de compétences, dans votre besace à solution, quels sont les autres éléments? Ou alors, selon vous, ce gouvernement de compétences va régler tous les problèmes? Voilà comment ce gouvernement va résoudre l'inquiétude de chacun des 6 acteurs précités.
Au point numéro 1, je parlais du fait que en travaillant ensemble, les autres auront l'opportunité de connaître, de faire aussi l'expérience de la gestion des affaires de l'État. Donc, tous ces acteurs auront l'opportunité de démontrer à la jeunesse togolaise de quoi ils sont capables durant les 2 ans. Donc, ce qui veut dire que l'inquiétude de l'acteur numéro 2 qui était arrivé à l'alternance sera satisfaite. Pourquoi? Parce qu'il aura l'opportunité de démontrer à ce peuple togolais que voilà, je suis capable de faire ceci, d'amener ceci, et voilà ce que j'ai pu faire durant les 2 années. Donc, déjà, le premier acteur, qui est l'inquiétude du lendemain, commence à trouver sa solution. Second acteur, qui veut l'alternance, a l'opportunité de l'acquérir. Maintenant, troisième acteur, qui est le peuple. En cherchant à satisfaire le peuple de tous côtés, avec tous ces acteurs compétents, vous allez voir ce qui va se passer. On va commencer par créer des emplois, des opportunités et des conditions de travail acceptables, parce que chacun de ces acteurs va chercher à faire un travail réel, en cherchant vraiment des techniciens de leur domaine pour qu'ils puissent faire asseoir une politique vraiment gagnante. Donc, ce qui veut dire que l'acteur numéro 3, qui est le peuple, commence à aussi trouver solution, parce qu'il y aura de l'emploi par ici, des opportunités par là, une justice légale par ici et autres. Donc, vous allez voir que déjà les 3 premiers acteurs précités ont trouvé leur solution. Quand on prend l'acteur numéro 4, comment est-ce que l'acteur numéro 4 va trouver sa solution? Vous voyez, la diaspora. Quand ça commence à aller au pays, déjà la première inquiétude de la diaspora est levée. Parce qu'on ne va pas vous appeler tous les jours pour vous dire voilà, on a tel problème, envoyez-nous de l'argent et autres. Et puis la confiance interne va faire que les investissements vont venir de temps en temps. Justement. Et supposons également que par exemple de 2018 à 2020, on dit à chaque Togolais de la diaspora, si vous amenez un conteneur par exemple au port, et que c'est dédouané avant à 800 000, on vous fait sur les 2 années à 400 000. Ceux qui n'étaient même pas impliqués dans le business, les gens vont se demander, est-ce que je ne vais pas faire quelque chose au pays? En ce faisant, tu vas voir que ça va créer des opportunités, du travail. Et chacun des Togolais maintenant aura cet engouement d'aller au travail, de se mettre au travail. Donc, vous voyez déjà que les 4 acteurs ont trouvé solution dans cette petite proposition. Et on prend l'acteur numéro 5, les multinationales. Quand vous et nous commençons à travailler ensemble et reconnaissant également le rôle prépondérant que jouent les multinationales dans l'économie de notre pays, et aussi prendre contact de ce qu'ils sont, des clauses, des contrats et autres, vous allez voir qu'ils ne seront plus obligés au fait d'enraciner des gouvernements qui durent, mais seront ouverts à travailler avec quiconque, parce que ces acteurs, ces nouveaux acteurs qui aspirent à conduire le pays, aussi reconnaissent le rôle que jouent ces multinationales dans l'économie de notre pays. Et automatiquement, le 6e acteur, la communauté internationale, va trouver sa part aussi, parce qu'on aura retrouvé un pays apaisé. Vous avez tout compris. Mais ça, c'est la théorie. Est-ce qu'en pratique, ce que vous dites là, comment faire pour faire avaler cette pilule aux acteurs politiques togolais? Je pense que c'est là que nous parlons d'un accord perdant-perdant. Ce n'est plus accord gagnant-gagnant. Oui. C'est-à-dire que chaque acteur doit perdre, forcément. Il faut être réel. Nous sommes arrivés à un point où le gouvernement doit reconnaître qu'il a perdu. Et les leaders de l'opposition doivent aussi reconnaître qu'ils ont perdu. Parce que ces plusieurs mois de crise n'ont rien fait de bon que d'exprimer peut-être au niveau national et international qu'il y a le peuple, ou bien une partie du peuple qui n'est pas content de ceci ou de cela. À part ça, ça n'a rien apporté que d'empirer. Vous avez parlé par exemple de la publication de l'impact économique qu'a créé la crise sur les business. Même le Fonds monétaire international qui a séjourné en avril au Togo a également noté un ralentissement de l'activité économique au 2e semestre 2017. Vous voyez, donc avec tous ces indices, nous avons compris que de tous côtés, on a perdu. Maintenant, il faut que ces gens, ces leaders politiques reconnaissent qu'ils ont tous perdu et donner opportunité à une nouvelle vision de s'asseoir. Cette vision qui doit amener chaque Togolais de tous bords à travailler ensemble pour trouver la solution idoine. Et cette solution doit être basée sur la création du bien-être du peuple. Et quand on parle du bien-être du peuple, on parle de la création des emplois, de la création des opportunités pour des Togolais et des conditions de travail acceptables avec une justice équilibrée, une condition sociale qui donne
le courage aux Togolais de ne plus chercher du jour au lendemain à voyager sur tel ou tel pays. Donc je pense que si ces acteurs laissent de côté leur manteau de partis politiques, d'ethnie, de religion, et se mettent ensemble pour dire, venez, trouvons la solution. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ici 2018? Combien d'emplois on peut créer? Combien d'opportunités on peut faire? Combien de choses on peut changer au niveau du système sanitaire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre diaspora? Comment impliquer la diaspora plus dans l'économie de notre pays? Bénéficier de l'expertise de cette diaspora. Je pense que des jeunes aujourd'hui sont capables de vous faire sortir un programme qui pourra faire décoller le pays. Donc je ne pense pas que rester de côté, penser que soit le gouvernement a raison, soit tel, ça portera un fruit. Oui, mais docteur, c'est un accord perdant-perdant. Est-ce que votre schéma de sortie de crise là ne ressemble pas à ce qui est envisagé au sein de l'opposition et appelé transition politique? Bon, il y a des thèmes politiques. Je ne sais pas si la fonctionnalité est la même, mais des thèmes qui sont touchants. Nous sommes en politique, il faut être très stratégique sur ce qu'on emploie comme thème. Éviter les expressions chrysogènes. Quand vous parlez par exemple de transition, la transition par définition, c'est parce qu'il y avait une coupure quelque part. Je pense que le chef de l'État a été élu pour 5 ans et en aucun cas, nul n'a dit que son mandat est terminé pour parler de transition. Mais si on pourrait trouver un mot qui va faire la même chose et qui permettra aux Togolais de mieux vivre, pourquoi tenons-nous à dire ceci, à dire cela? Nous n'aimons pas ce peuple. Si nous aimons le peuple, laissons les gros mots, pensons ensemble, tirons le meilleur de chaque parti et construisons le Togo que nous voulons. C'est possible. Donc le problème togolais aussi, c'est un problème de communication. Hein. C'est un problème d'ouverture. Je crois que la communication peut s'établir si chacun de nous laisse son manteau de parti. Je suis tel, il ne doit pas avoir l'autre qui doit venir, c'est nous qui avions commencé. Ouvrons-nous à notre jeunesse, ouvrons-nous à tous les Togolais et tirons le meilleur de nous-mêmes pour construire notre pays. Oui, le Togo n'a pas besoin de facilitateurs étrangers, il n'a pas besoin de qui que ce soit. Les Togolais sont capables de trouver la solution à leurs problèmes. Mais est-ce que votre gouvernement de compétence là, il ne règle pas le problème fondamental aujourd'hui qui agite les 14 de l'opposition, à savoir, est-ce que l'actuel chef de l'État reste au pouvoir en 2020 ou non? Ça, c'est une question stratégique et je veux répondre à ça. Suivez-moi. Moi, je pense aujourd'hui que si certains leaders, comme je l'ai appris, demandent à M. Faure de ne plus se présenter en 2020, c'est une décision inappropriée. Je m'explique. Ou une ambition inappropriée, parce qu'ils n'ont rien décidé. C'est ça, une ambition inappropriée. Pourquoi? Parce que déjà, nous sommes tous conscients qu'à voir ce qui se passe devant nous, il y a des partisans du régime qui sont placés à des postes stratégiques pour pouvoir garder le contrôle. Maintenant, dire à quelqu'un aujourd'hui que dans 18 mois, on ne sera plus là. Les caisses qui étaient déjà vides, vous voulez même qu'on finisse, on vide les caisses et puis on embarque les caisses vides. Quand les gens sont conscients, qu'ils ne sont pas compétents et qu'ils vont partir en 18 mois, imaginez l'impact économique que ça pourra avoir sur ce pays. Et quand le pays qui est déjà faible s'affaiblit davantage, il sera à la merci des multinationales. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Donc moi je ne pense pas que l'essentiel pour la coalition ou bien pour les leaders aujourd'hui, c'est de demander au président Faure de ne pas se présenter en 2020. Mais plutôt que la communauté internationale, les leaders de l'opposition, chacun de nous se mettent ensemble pour qu'on puisse assurer la continuité de l'État et s'assurer qu'en 2020, après les élections, que les résultats ne tournent plus vers le régime. Et ça peut se faire, ça s'appelle des secrets politiques. Donc il doit aller, mais ne doit pas gagner, en quelque sorte. Vous avez tout compris. Mais ce serait la meilleure, la solution la plus idoine, la solution la plus bénéfique pour le Togo. Parce que même s'il décide aujourd'hui de se faire remplacer par quelqu'un d'autre, ce sera la même chose. Les caisses de l'État seront vidées. Tout sera mélangé. Et la personne qui viendra aura tellement de problèmes parce qu'il n'y aura presque plus rien.
et maintenant le pays sera à la merci des autres. Donc aujourd'hui, la décision la plus, ou bien, la décision la plus appropriée, selon nous, c'est que la condition soit respectée, que le président Faure Gnassingbé se présente aux élections de 2020, mais qu'il s'assure lui-même qu'il ne gagne pas. Ou bien qu'il gagne avant et après et opte pour une solution à la Nkurunziza et disent bon là ça suffit que bon, je qu'il ne gagne pas, je crois que ça résume tout. Donc, je pense que les grands politiciens comprennent ce que je suis en train de dire. Et si ça tourne comme ça fera que il y aura une situation apaisée dans le pays, où chacun de nous sera activé à travailler, à s'accepter d'abord dans le pays. Mais est-ce qu'il y a une équipe qui joue un match, dire j'y vais pour perdre? Non, on va pas dire ça, mais tout dépend de la finalité. Et si par exemple, ma finalité est de perdre, que j'ai perdu, donc j'ai gagné. Ou bien. On ne peut parler de gagner ou bien perdre si tu connais la finalité de la personne. Si le régime doit aller aux élections et son ambition c'est d'aller pour ne pas remporter, et c'est ça qui fera sa victoire. Donc quand il ne remporte pas, je crois que le régime a gagné sa politique. Oui, pour terminer, j'ai envie de vous renvoyer ce reproche, sous forme de boutade qui a été fait à Kant, avec ses maximes. Il a les mains pures, mais il n'a pas de mains. Vous avez des solutions idoles, mais vous n'avez pas de solution, parce que tout ce que vous dites là, on ne voit pas comment on peut le traduire dans les faits. Même si, à vue d'œil, ça semble logique et cohérent. Bon, je pense que... Est-ce qu'il faut que la CEDEAO nous applique cette thérapie? Non, je ne pense pas que c'est un problème de la CEDEAO. Vous avez vu, normalement, ce qu'on a intitulé dialogue pourrait être le début de la solution. Mais le problème, c'était que de ces 6 acteurs, on a pris seulement 2 pour résoudre le problème des 6 acteurs. Donc ça ne peut pas marcher. Donc là, maintenant, très concrètement, ce qui serait à faire, c'est d'aller à des séances de travail avec les jeunes de chaque parti, les jeunes de ces acteurs, qui peuvent travailler et proposer un plan d'action qui pourra être la résultante en tenant compte des inquiétudes de chaque acteur. Parce que si on propose un plan aujourd'hui qui va au profit d'un acteur et qui ne satisfait pas l'autre, ça ne peut pas marcher. Donc c'est pourquoi je parle d'une solution résultante. Nous sommes persuadés que chacun ne trouvera pas 100% d'accomplissement de sa finalité. Mais quand même, action résultante, ça veut dire que vous allez accepter de perdre à des niveaux donnés et gagner aussi à des niveaux donnés. Donc le travail qui doit être fait aujourd'hui, stratégiquement, c'est de repartir sur une séance de travail. Et cette séance de travail ne serait plus problème de quand est-ce que vous quittez pour que nous venions. Non, ce serait plutôt basé sur comment on va faire pour résoudre les problèmes fondamentaux de nos pays. Voilà les enseignants qui sont en grève à chaque fois. Voilà nos hôpitaux. Voilà les jeunes. Voilà par exemple comment on peut faire pour redresser certaines choses, pour créer des emplois supplémentaires. Le port, par exemple, peut travailler à 24 heures. Aujourd'hui, on va vous dire que le port travaille sur 24 heures. Mais est-ce qu'à 18 heures, vous pouvez payer la douane? Non. Donc le port est ouvert à 24 heures, mais ne fonctionne pas à 24 heures. Imaginez que le travail qui se fait dans la journée est repris même dans la soirée. Voyez le nombre de jeunes qui seront consommés. Voyez des projets qui viennent dans ce pays où on appelle des experts d'un peu partout. Utilisez la même de Togolais. Essayons de trouver un plan qui met en jeu le réel problème du Togolais. Un plan qui va satisfaire la fin, qui va créer des opportunités, qui va changer les conditions. Je pense que quand les jeunes se mettent ensemble pour développer un plan comme ça et tenir compte des inquiétudes de chacun en mettant l'intérêt supérieur de la nation en numéro 1, tous les acteurs vont l'accepter. C'est ce que nous proposons. Docteur Ton, on va terminer. Dernière question et répondez sans détour. Est-ce que vous croyez que vous serez entendu? Je pense bien. Et je suis sûr que je suis entendu. Et voyant déjà le nombre de Togolais qui maintenant se posent la question de savoir encore un peu plus sur la nouvelle vision, je vous rassure que non seulement je serai entendu, mais je serai cette personne de 2020 pour sauver cette nation. Ah, vous êtes déjà candidat, hein? J'ai déjà exprimé mon désir, mon ambition d'être candidat en 2020, depuis décembre 2016.
Merci. Quand la campagne sera ouverte et que les voix officielles nous diront de battre campagne, nous vous ferons venir pour vous réécouter. Il n'y a pas de problème. Merci, docteur Aubin Kodjoviton. Vous êtes le président du mouvement Nouvelle Vision. Merci d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie. Et nous marquons donc une pause dans notre forum, une pause pour une nouvelle édition du journal. Dans une dizaine de minutes, nous nous retrouvons pour la seconde partie de New World Forum. À tout de suite.